Et pour le dernier texte, je vous demande de retenir votre souffle tout au long d'un périple, d'une fuite d'un esclave de Tomasta, un jeune esclave et de ses compagnons. Et donc je vous invite à vous laisser tenter par le récit « Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis » de Netonon Noël Njekeri, désolée, aux éditions Elie Sélas. Et pour ce dernier entretien, j'invite Isabelle Motreau à nous rejoindre. En cette fin du XIXe siècle de l'ère chrétienne, la traite négrière transsaharienne battait son plein. Elle avait commencé bien avant son avatar atlantique, qui s'essoufflait désormais. Au cœur de l'Afrique, des royaumes dont les élites s'étaient islamisées de longue date, le Bagirmi, le Bornou, le Kanem, le Wadaï prospéraient sur ce négoce nauséabond. Puissamment armés de fusils par leurs coreligionnaires orientaux, ils lançaient des razzias sur les territoires païens dont l'art militaire demeurait encore dominé par la sagaie, le couteau de jet, l'arc et les flèches. Outre l'ivoire, les peaux brutes ou tannées, les plumes d'autruche, la gomme arabique ou le musc, ils y raflaient surtout des captifs et du bétail, aussitôt convoyés vers des comptoirs, immenses camps de concentration où des négociants arabes venaient se pourvoir en gibier de harem, en main-d'œuvre corvéable à volonté, et en matière première pour méchoui. Ainsi, des caravanes entières, fortes de butin sur pied ou sur pattes, prenaient la direction du Levant. Comme elles serpentaient entre les dunes, le désert ne se privait pas de prélever sur elles un lourd tribut de sang, car beaucoup d'esclaves succombaient à la faim, à la soif, au mauvais traitement ou au désespoir, avant de laisser les cadavres au croc des chacals et des hyènes. Les chefs de convoi en tranchaient les oreilles, qu'ils enfilaient ensuite en chapelet. Cette collecte macabre leur permettait de prouver plus tard à leurs commanditaires l'étendue des pertes humaines enregistrées au cours de l'expédition. Arrivés à Khartoum, les caravanes allaient dégorger leurs lits de survivants dans des enclos très spécialisés. Là, les malheureux étaient lavés à grandes eaux, puis triés et répartis en 3 catégories selon 2 âges butoirs fixés à 11 et 15 ans. On prenait quelques semaines pour les engraisser et leur restituer non pas un peu de leur humanité, mais une certaine valeur marchande. Au milieu de cette période de gavage, les garçons destinés à être exploités localement étaient castrés séance tenante. Une fois que tout ce beau monde avait eu ses plaies cicatrisées et ses rondeurs quelque peu retrouvées, mâles et femelles étaient conduits en troupeaux, séparés, au grand bazar, où les esclaves se vendaient à la criée. Les plus prisés n'étaient pas forcément les plus beaux, ni les plus athlétiques, mais ceux qui avaient déjà eu la petite vérole, parce que cette maladie était souvent mortelle à l'époque. La plupart d'entre eux finissaient dans un sérail, les femmes comme bêtes à donner du plaisir, les hommes comme cerbères de harem. Le Bagirmi, le Bornou, le Kanem et le Wadaï tiraient des profits colossaux de ce trafic humain. Mais la demande était si croissante que les quotas de livraison périodiques, qu'ils s'étaient engagés par contrat, ou BART, à honorer auprès de leurs partenaires levantins, s'avéraient difficiles à satisfaire. En effet, plus ils s'en prenaient aux païens, plus ceux-ci avaient la mauvaise idée de fuir vers le sud et de s'enfoncer dans ces régions forestières où la prédominance de la redoutable mouche tsetse infléchissait les plus dévorantes ardeurs conquérantes en décimant les chevaux. Le gibier bipède, aux yeux à fleur de tête, devenant rare, les États prédateurs se mirent à lorgner leurs propres sujets pour compléter les contingents d'esclaves. Comme leur population ne fréquentait la mosquée que de jour et le baobab tutélaire dès la nuit tombée, il leur était aisé de dénicher des bougres qu'ils accusaient d'être des idolâtres. Ils les asservissaient sans autre forme de procès et les expédiaient par famille entière vers Khartoum.
À cette pénurie rampante vint se greffer une autre complication. Sûrement abusé dans son sommeil par Satan, à moins que ce soit par la superbe négrillonne qu'il venait d'acquérir, un ouléma réputé du Caire se fendit, à son réveil, d'une fatwa, un avis juridique, qui interdisait, sous peine de damnation perpétuelle, de réduire en esclavage tout individu né musulman ou ayant prononcé la shahada, la profession de foi islamique. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Mahomet est l'envoyé d'Allah. Noël Netonno-Diakeri, on vient de découvrir en fait le cœur de votre roman, que je ne vais pas résumer parce que c'est un roman foisonnant, un roman à la fois historique, une saga familiale, un enchevêtrement de contes de toutes sortes. Et d'ailleurs, vous vous réclamez de l'école des griots qui associe précisément les légendes à des éléments d'histoire factuelle. Je crois que c'est ça aussi le cœur du livre, le second cœur, si j'ose dire, la façon dont vous l'avez écrit. Oui, tout à fait. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais remercier David pour la très belle lecture qu'il vient de nous faire. Effectivement, je n'ai pas fait des études de lettres. Moi, j'ai fait des études. Vous êtes scientifique plutôt. Voilà, j'ai fait des études de mathématiques à mon corps défendant. Je voulais étudier l'histoire et on m'a fait comprendre que si je m'entêtais à vouloir étudier l'histoire, il fallait que je me payais mes études moi-même. Et comme mes parents n'étaient pas en mesure de le faire, eh bien, on m'a orienté en série scientifique et j'ai fait les mathématiques. Mais très très jeune, j'ai été à l'école des griots. Au Tchad, on les appelle les gostards, hein, les maîtres de la parole. Vous êtes tchadien, j'ai oublié voilà, de dire. Je suis vous tchadien. vivez en Suisse, mais vous êtes d'origine tchadienne. Voilà, je suis tchadien et suisse en même temps. Et donc, très très jeune, j'ai senti que ce maître de la parole, hein, qui était les dépositaires en fait de l'histoire des peuples, était en train d'être dévoyé par les gouvernants des États nouvellement indépendants, entre guillemets. Et donc, à l'époque, c'était des gens qu'on méprisait parce qu'ils avaient perdu la place... la place sociale très élevée qu'ils avaient au départ. Et donc les jeunes les fuyaient plus ou moins, et moi j'étais attiré par leur faconde. Hein. J'étais attiré par leur faconde et je pense que c'est ça qui m'a donné finalement envie d'écrire. Alors, ce qui est frappant dans votre livre, c'est, je disais qu'il est très foisonnant. Il commence, on l'a vu à cette période terrible de l'esclavage, et il finit en 2015 par un raccourci, en fait, qui fait que, je ne vais pas donner de détails parce qu'il faut laisser les lecteurs et les lectrices découvrir, mais au fond... on en revient encore à la période de l'esclavage aujourd'hui. C'est ce qu'on découvre dans votre livre, qui finalement dit quoi, ce livre ? Qu'on ne sortira pas de cette période de domination des plus forts sur les plus faibles, de certaines ethnies sur d'autres ? Je crois qu'on peut sortir de ce cycle-là du pire si les peuples africains eux-mêmes se réapproprient leur histoire. Hein. Il y a un proverbe africain qui est très très connu qui dit que tant que le lion n'écrira pas l'histoire de la chasse, le chasseur s'arrogera toujours le beau rôle. Et donc, il faudrait qu'on arrive à se réapproprier notre histoire, à la dire.
Parce que ce livre-là, Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis, ça traite, entre autres, de quelque chose qui a été placé dans un angle mort de l'histoire africaine. Hein. Il y a un certain nombre de textes magnifiques qui en parlent, mais qui sont malheureusement très rares. Il y a Le devoir de violence de Yambo Ologum. Il y a Le dernier survivant de la caravane de Étienne Goyemide. Là, je parle du monde francophone. Hein. Oui, ce que vous voulez dire, ce que vous dites dont on ne parle pas assez, c'est la traite transsaharienne. Voilà, la traite transsaharienne, que certains appellent aussi la traite arabo-musulmane, etc. Oui, dont on parle très peu, en fait. On en parle très peu. C'est comme si la colonisation occidentale a fait tomber une espèce de rideau sur cette histoire qui a commencé dès le 7e siècle et qui se poursuit encore aujourd'hui, puisque il y a en 2017 encore, hein, c'est ça aussi qui m'a donné l'impulsion d'arriver au bout de ce livre. Il y a eu encore une vente à la criée de Noirs en Libye. Et ça a été filmé par la chaîne américaine CNN. Et au mois de mai dernier encore, le Temps de Genève a publié une enquête sur la traite qui se pratique encore depuis le Kenya vers les États du Moyen-Orient. Donc c'est quelque chose qui est d'actualité. Alors, je ne voudrais pas qu'on croie, parce qu'on a abordé que ce sujet-là, mais qu'on croit que ce livre est un livre purement d'histoire avec un grand H, parce qu'il est aussi un livre d'histoire avec un petit H et un S à la fin. Oui. Et vous avez, comme vous disiez, vous recommandez des griots, et il faut savoir que dans ce livre fourmille de personnages, de rebondissements et aussi d'histoires drôles. On rit beaucoup dans votre livre, ce qui est quand même une performance. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous, cette diversité de tons. Absolument. Et la profession de foi des grosses stars, hein, au Tchad, des griots, pour utiliser un terme qu'on comprend plus couramment ici, c'est qu'une bonne histoire, hein, c'est prétentieux peut-être de ma part de le dire comme ça, mais une bonne histoire, ça doit faire rire et ça doit faire pleurer. Mais si ça fait pleurer et rire en même temps, c'est tant mieux. Mais c'est vrai que dans ce roman, il y a des choses épouvantables, hein, que je raconte. Et je crois que la seule manière de faire passer tout ce que la vie nous impose d'épreuves, c'est d'utiliser pas mal d'ironie et puis un peu de poésie. Hein. Ça bonne fait, recette. Voilà, ça fait passer un peu la pilule. Je vous remercie beaucoup merci à vous, Isabelle, d'avoir écrit ce livre. Merci. Et d'être là ce soir. Merci beaucoup. Un grand merci du coup pour ces 5 entretiens, ces discussions avec nos 5 finalistes. Un grand merci à David Sidibé pour la lecture. Merci à Margot Ronin pour l'animation.